Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de joie que je vous accueille dans ce webinaire ce soir, puisque c'est un webinaire un petit peu spécial. Nous allons ce soir ensemble fêter les 10 ans de l'association Unico Pro et vous allez avoir un programme sur ce webinaire qui est un petit peu différent que des autres webinaires. D'habitude, on a plus des thématiques, là on aura plus un historique. J'ai préparé un ordre du jour qui est le suivant, donc une toute petite introduction. 10 ans, c'est le moment de faire le bilan de tout ce que l'on a pu faire pendant ces 10 ans, depuis la création, les actions menées pour que les nouveaux membres comprennent un petit peu tout l'historique du NicoPro, les chiffres clés pendant ces 10 ans. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi important de savoir où notre parcours nous a menés et le fonctionnement de l'association, les nouveaux outils mis à votre disposition. On vous laissera la parole quelques instants si vous avez des commentaires, des questions ou tout autre point que vous voulez aborder. Et la dernière partie sera la partie avec nos invités. Donc, je parlais de Magali Vidoni, je parlais de Maître Humbert et Paul Després qui devraient aussi nous rejoindre. Les gens qui nous entourent, les expertises qui nous entourent aujourd'hui, nos objectifs et le développement de ces nouveaux partenariats. Et vous verrez qu'il y a une suite logique à recevoir ces personnes ce soir et qu'elles vous expliquent ce qu'elles sont et ce qu'elles peuvent apporter à l'association. Donc ça, c'est le programme. N'hésitez pas à faire vos commentaires dans le chat pour plus tard. Emeric est avec moi, lira les questions du chat. Si vous sentez pas de les poser à l'oral, vous pouvez les écrire directement dans le chat. Donc c'est un moment de... Pardon, si je commence à ne plus pouvoir parler. C'est un moment de convivialité. Il n'y aura pas de thématique particulière comme les autres webinaires, mais plus un petit peu un fil rouge de l'association. Donc l'association démarre exactement il y a 10 ans, juin 2015. Et comment cette association et comment cette aventure démarre? Elle démarre par le biais d'une résidence de service étudiante qui était à Nantes, qui est toujours à Nantes, qui s'appelle Ocean Break. Dans cette résidence, j'avais personnellement deux biens immobiliers. Et à partir du mois de juin 2015, l'exploitant nous dit, je vais arrêter de vous payer les loyers, ou au moins, je ne vous paierai plus les loyers au titre du bail commercial. Donc à cette époque, nous sommes trois au niveau du conseil syndical, Christian, Jean-François et moi, et puis on se regarde assez rapidement tous les trois et on se dit, on ne peut pas laisser faire les choses de cette façon, on ne peut pas rester inactif et on va faire quelque chose sans trop savoir non plus ce qu'on allait faire. Donc c'était plutôt une prise de conscience collective à ce moment-là et on s'était dit, on ne va pas accepter l'inacceptable. Donc, on recherche à cette époque qui peut nous aider. Nous avons un premier contact que nous retrouvons, Jean-François, il y a pas tellement longtemps, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec lui, m'a rappelé un petit peu l'historique. Dans les premiers documents signés lors de la VFA, nous avions des recommandations de cabinet comptable et ce cabinet comptable faisait référence à un avocat spécialisé en droit immobilier sur le bail commercial en France qui était Maître Julien Leboulch. Et rapidement, on va prendre contact avec lui, on va prendre attache avec lui. Et la première des choses qu'il nous dira, c'est vous n'êtes pas seul dans ce type de situation. Il y a beaucoup d'éléments communs dans beaucoup de dossiers, surtout quand on est dans la résidence de service et surtout quand on est dans le LMNP. Et toutes les nouvelles résidences et tous les nouveaux adhérents qui sont même ce soir parmi nous auront quasiment tous vécu à un moment ces petits désarrois de choses qui ne se passent pas comme elles sont prévues au niveau du bail commercial. Donc, on demande à Maître Julien Leboulch et après, on fait quoi? Donc, sa recommandation, elle est assez simple. Euh, il nous conseille de nous regrouper. Il nous conseille de créer une association pour parler d'une seule voix. L'association donnant le statut juridique et la légitimité de pouvoir s'exprimer au nom des copropriétaires. Sans une entité de la sorte, il est difficile de parler pour les autres copropriétaires. Il était difficile d'aller collecter aussi des sommes d'argent dont nous avions besoin, bien sûr, pour payer nos conseils. Donc l'association faisait un petit peu écho de ce que nous pouvions faire.
pour obtenir cette légitimité et pour pouvoir aller parler à l'exploitant qui était en face de nous. À l'époque, 152 copropriétaires sont concernés dans cette résidence à Nantes et nous allons, en un mois, d'une façon assez éclair, créer une micro-pro, créer cette association, monter les statuts et se dire, ben, on va se relever les manches et on va lancer les premières actions de défense, puisque je vous rappelle, ce qui nous a mobilisés pour ça, c'était un exploitant en face de nous, nous précisant qu'il ne tiendrait plus ses engagements au niveau du bail commercial, ce qui, pour nous, était très inquiétant à l'époque. Surtout qu'on a eu cette information uniquement 3 ans après le démarrage de la résidence. Donc, création éclair de l'association, première action, premier succès pour nous et surtout première leçon apprise. On a quasiment la majorité des copropriétaires qui nous rejoignent. On arrive à signer un accord avec l'exploitant en lui imposant vraiment de nous faire un protocole au niveau du maintien des loyers avec certaines conditions et surtout au bénéfice des copropriétaires, puisque à cette époque-là, ça a été pour nous la première alerte, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout, qu'est-ce qui se passe pour quasiment chacun d'entre nous qui avions entendu auprès des vendeurs, ne vous inquiétez pas, c'est un joli produit, vous n'aurez plus pas à vous en occuper, tout se passera bien et tout ira dans le meilleur des mondes. Donc là, première alerte, premier retentissement dans cet investissement qui ne répond pas à ses engagements de base. Donc, on réalise aussi là que l'exploitant qui était sur la résidence nous demandait de cet effort de baisse de loyer car il avait un problème pour remplir la résidence. Il n'arrivait pas à remplir cette résidence, donc la pression qu'il avait économique, elle se traduisait uniquement et de façon unilatérale sur nos loyers, c'est-à-dire que je vais un peu forcer le trait volontairement par rapport à une non-compétence du gestionnaire. Ceux qui devaient payer, c'était les petits investisseurs que nous étions. Donc, cet effort était uniquement demandé à être supporté par les copropriétaires. L'exploitant n'offrait pas trop de possibilités pour redresser la situation, à part nous dire, vos loyers sont trop chers et il faudra les baisser. Donc là, c'est le premier, pour nous, c'est la première pierre et on se dit, c'est inacceptable, il est absolument hors de question que un seul côté du partenariat bailleur-preneur à bail supporte cette incapacité à remplir la résidence. Donc, on va mener une analyse rigoureuse de la résidence, on va regarder pourquoi le fonctionnement n'est pas au rendez-vous, pourquoi on ne remplit pas, on va avoir beaucoup de réunions avec l'exploitant, et là, on commence à apprendre vraiment ce que c'est qu'une résidence de service, ce qu'il y a derrière, comment travaille un exploitant, puisque c'était jusqu'à présent, on nous payait les loyers, et puis on n'avait absolument pas de vision derrière le rideau. Donc c'est le début de notre culture, le début de la culture à la fois du produit, mais aussi surtout culture de la négociation. Et c'est la première étape après cette création, donc première étape et première victoire, et sûrement pas la dernière. Vous allez voir au fil des différentes étapes ce que nous avons pu rencontrer. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que UnicoPro est un petit peu un fil d'actualité. Notre expertise, notre expérience, ce que nous avons vécu, on l'a vécu à différents moments, à différentes phases des baux commerciaux, et vous comprendrez un petit peu quelles sont toutes ces phases-là. Donc on arrive à cette première victoire, tout se passe très bien, les loyers sont maintenus, payés, etc. Et on est 4 ans plus tard, en 2019, et là on apprend en fin 2018 que ben, notre fameux exploitant qui nous avait fait un joli protocole jette l'éponge et, sans nous le dire, vend ses 3 fonds de commerce à une société qui s'appelle Global Exploitation, donc quitte précipitamment le navire sans nous informer. Et là, on se retrouve donc d'une résidence, on commence à faire la connaissance de nos petits camarades, puisque cet exploitant avait construit 3 résidences de service dans l'étudiant. Il y en avait une première à Lyon, il y en avait une seconde à Nantes et une troisième à Montpellier. Donc, il vend ses 3 fonds de commerce, il vend ses 3 résidences, et là, on commence à se parler. Sauf que quand Global Exploitation arrive,
la première des choses qui nous est annoncée et la première des discussions avec Global Exploitation, c'est messieurs, dames, nous arrivons, nous sommes votre repreneur, mais par contre, nous allons baisser vos loyers de 40%. Deuxième tentative pour au moins pour Nantes, puisque ça n'avait pas été le cas de Lyon et de Montpellier, mais pour Nantes, c'est la deuxième fois en très peu de temps qu'on essaye de nous baisser les loyers. Et à nouveau, comme pour la première fois, c'est inacceptable pour nous. Donc la réaction, elle est immédiate. On continue notre travail que l'on avait effectué à Nantes, mais là on le fait pour trois résidences, c'est-à-dire que d'une résidence Océan Break, on va passer immédiatement à trois résidences. On va passer à près de 500 copropriétaires adhérents dans cette association et on arrive à rallier aussi rapidement tous les gens de Lyon et tous les gens de Montpellier à la même cause pour se défendre. Et à partir de là, on commence à construire un front commun interrésidence. On n'arrive plus uniquement à parler avec des copropriétaires de Nantes, mais là, on a des copropriétaires de Lyon qui ont d'autres problématiques que la nôtre, d'autres situations, et aussi ceux de Montpellier. Donc, c'est un tournant dans l'association en 2019, janvier 2019, d'une action individuelle sur une résidence. Notre cause devient maintenant collective et immédiatement, on se retrouve avec trois résidences. Donc là, 2019, c'est vraiment aussi un tournant pour l'association, tournant de savoir et d'avoir la possibilité d'accepter de nouvelles résidences à bord. Donc, seconde victoire du Nico Pro à ce moment-là. On arrive à faire plier Global Exploitation. Alors, je passerai les détails de comment on les a fait plier, mais les premiers rapports étaient plus que tendus. C'était vraiment très, très dur en termes de négociation. Cet exploitant, d'ailleurs, comme tous les autres exploitants, ont vu arriver l'association au début avec qu'est-ce que c'est que cette bande de casse-pieds qui vont se mettre en travers de la route, de notre route. Ils nous ont pas cru, ils m'ont dit au début que je bluffais, que je mentais et que je n'avais pas la représentativité des trois résidences. Et comme j'ai réussi à faire, il avait prévu une réunion à Paris dans une énorme salle de 500 personnes et je lui avais dit si vous ne m'écoutez pas, si on ne discute pas, vous aurez une salle vide. Il m'avait dit, c'est du bluff, monsieur Bertorello. Et ben, dans la salle, il n'y avait qu'une seule personne lors de cette réunion, c'était Jean-François Bados, donc à l'origine aussi de l'association avec nous, qui regardait si la salle était bien vide. Donc là, Global Exploitation s'est rendu compte qu'on ne bluffait pas, s'est rendu compte qu'on avait vraiment cette capacité à fédérer les personnes et qu'on était là et qu'il fallait compter maintenant sur nous et discuter avec nous, puisque j'ai aussi envoyé les 500 bulletins d'adhésion prouvant que je pouvais parler au nom des copropriétaires. Alors pourquoi ça a fonctionné à cette époque? La recette, vous la verrez, elle est immuable, c'est toujours la même et elle fonctionne toujours jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'on est devenu majoritaire dans ces trois résidences. On représentait plus de 90% des copropriétaires. Donc, quand vous arrivez face à un exploitant en disant j'ai 90% des copropriétaires derrière moi, en général, on vous écoute. Et ça a été le cas. On a réussi à fédérer 500 personnes en quasiment un mois et demi. Ça a été très difficile parce que dans 500 personnes, vous pouvez imaginer qu'on a toute la palette de la nature humaine avec ses jolis paysages et ses moins jolis paysages. Et donc, il y a toujours ceux qui savent tout, ceux qui ne veulent pas écouter. Donc, faire se regrouper 500 personnes, c'est jamais, jamais une situation très facile. Et c'est toujours ce que je dis quand on rentre une nouvelle résidence. Est-ce que vous vous êtes déjà parlé? Est-ce que vous avez la possibilité de communiquer entre vous? Et est-ce que vous vous connaissez? Donc c'est toujours l'élément le plus important de la réussite ensuite des actions. Et on a surtout, à partir de là, commencé à renforcer nos compétences en négociation. C'est-à-dire que d'une négociation en 2015, un succès, 2019, un autre succès. On a commencé à comprendre comment on pouvait actionner les différents leviers, se faire écouter et surtout essayer de défendre les intérêts des copropriétaires, puisque on s'est vite rendu compte en 3 ans que
on était assez isolés et que cet isolement, cette division naturelle qui était la nôtre, puisqu'une résidence de service, c'est environ 100, 150 lots de personnes qui habitent dans toute la France. Pour la majorité, personne n'a visité la résidence. Très peu de monde se croise sur les assemblées générales. Et donc, on se connaît pas ou on se parle peu. Et on a vraiment à ce moment-là renforcé la compétence en fédération. Donc cette victoire, elle était un premier aboutissement et ça a été pour nous le début de la vraie stratégie collective. On a vu comment on pouvait travailler ensemble, on a vu comment on pouvait regrouper de nouvelles résidences de différentes situations et aussi, vous le verrez par la suite, de différentes typologies, puisque là, nous ne parlions que de résidences d'étudiants, mais par la suite, on a aussi regroupé des résidences de tourisme, des résidences EHPAD, des résidences seniors, donc tout ce type de typologie de résidence. Donc on arrive maintenant, on est à l'aube de 2020, et comme je le disais, notre évolution et notre montée en compétences, elle se fait avec le temps, et le temps des résidences. C'est-à-dire que 2020, on est à un an du renouvellement du bail de Lyon, Mégara, et naturellement, ce domaine-là, pour nous, est complètement inconnu. On arrive complètement vierge de compétences face à un exploitant qui vient nous dire, puisque vous représentez les copropriétaires, il va falloir que nous discutions des conditions de renouvellement du bail. Et là, on commence à élargir à nouveau cette compétence, cette expertise au niveau du renouvellement de bail que nous ne connaissions pas du tout. Donc, il va nous falloir sur ce premier renouvellement à peu près un an pour comprendre la mécanique de négociation, un an pour comprendre le contenu d'un bail, les leviers que nous pouvions actionner et ceux que nous ne pouvions pas actionner. Et on va arriver à l'aube de l'été 2020 avec un accord écrit, avec un bail renouvelé par Global Exploitation qui est présenté au copropriétaire de Mégara pour une signature. Et on aura tout fait. Ce premier bail a été négocié entre l'association avec l'aide de Maître Julien Leboulch. On aura à ce moment-là compris toutes les subtilités du renouvellement du bail. Donc on arrive avec un document qui est assez bien perçu par les copropriétaires et qui a, alors c'était notre premier renouvellement, mais on a tout fait pour avoir une négociation assez équilibrée. Et plus on avance dans les négociations et plus on comprend les finesses de l'équilibre du bail commercial entre les bailleurs et les preneurs à bail. Donc on annule là aussi une baisse de près de 30% demandée par Global Exploitation. Je fais une petite parenthèse sur toutes les trois annulations de baisse de loyer que nous avons réussi à mener en 2015, 2019 et 2020. Chaque fois que l'on a un exploitant qui demande une baisse de loyer, comme nous sommes dans de l'immobilier sous bail commercial et que l'estimation du bien se fait par la méthode de rendement, chaque fois que vous subissez une baisse de loyer de 10%, votre bien baisse, la valeur de votre bien baisse de 10%. Donc là, vous pouvez voir qu'on a sauvegardé le prix des appartements des différentes résidences, ce qui malheureusement après, dans le futur, nous verrons, nous accueillerons des résidences où nous verrons par exemple la pire des résidences avec laquelle j'ai pu travailler, c'est une baisse de 80% de leur loyer d'origine vis-à-vis du bail commercial, ce qui mathématiquement occasionne une baisse de 80% de l'investissement. Ça veut dire que des gens qui ont mis 100 000 euros dans un investissement, à force d'avoir accepté des baisses de loyer de 80%, se retrouvent avec une valorisation de leur bien qui est de l'ordre de 20 000 euros. Donc la perte est énorme sur ce type d'événement. Donc on arrive avec cet accord qui est notre premier accord gagnant-gagnant. Et là, on devient plus un interlocuteur reconnu tant au niveau du dialogue avec les exploitants, mais aussi au niveau du dialogue juridique, puisqu'il a bien fallu apprendre ce qu'était que le contenu juridique du bail commercial que nous avions à renouveler. Donc là aussi, un autre tournant, une autre étape et de nouvelles expertises emmagasinées pour l'association.
Après, donc, ces différentes étapes, comme je l'ai dit, l'expertise se renforce face à des situations concrètes. On a appris à négocier, on a appris à renouveler un bail, on a appris le savoir-faire des exploitants. Et le prochain défi, c'est bien sûr, dans ce renouvellement, un nouveau renouvellement qui pointe l'année d'après, 2021, avec une nouvelle résidence qui est celle de Nantes où là, on va se retrouver à nouveau à négocier le bail et nous réussirons à nouveau à Nantes à annuler la baisse de loyer que demandait Global Exploitation sur ce renouvellement de bail. Donc en un an, deux expériences de renouvellement de bails commerciaux, de baux commerciaux sur deux résidences. C'est c'est toujours le même fil rouge et c'est toujours l'actualité qui va faire que l'on va commencer à continuer notre expertise. Et comme tout le monde le sait, en mars 2020 arrive la crise du Covid-19 et elle bouleverse un petit peu les cartes, et elle bouleverse le milieu des résidences de service. Et là, on doit être au mois d'avril 2020, c'est-à-dire très 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 peu de temps après le confinement. Et on reçoit un courrier de Global Exploitation sur les trois résidences, c'est l'association qui le reçoit, en disant nous avons des problèmes pour remplir les résidences et en raison de ces problèmes économiques, on va devoir reparler avec vous du loyer à nouveau. Donc vous voyez que, quand même que le loyer est un sujet assez récurrent vis-à-vis des exploitants et une chose qui revient assez régulièrement sur la table. Donc là aussi, on se dit, on ne va pas accepter une baisse de loyer sans comprendre pourquoi et quels sont les éléments qui motivent cette baisse de loyer. Et nous menons une enquête rigoureuse avec Michel, qui est ce qu'on appelle dans l'association notre couteau suisse, qui va regarder d'une façon très très détaillée avec un petit peu d'intelligence artificielle déjà à l'époque et de l'informatique, il va mettre en évidence les taux de remplissage des trois résidences sur une période d'un mois. Il va consigner tout ça dans des fichiers, on va avoir des éléments factuels, et quand on va se retrouver pour la première fois en face de l'exploitant, on va lui dire, ben, vous prétendez que le remplissage n'est plus ce qu'il était. Nous, on va vous prouver le contraire, parce qu'on a les chiffres de remplissage, puisque tous les jours, il faisait des demandes de logement et immédiatement, les logiciels des résidences donnaient le taux de remplissage et le nombre de chambres disponibles ou d'appartements disponibles dans les résidences. Et on ne bougeait pas. Et on a compris pourquoi. On ne bougeait pas parce que les parents récupéraient leurs enfants qui étudiaient à la maison, parce qu'on était en confinement. Mais comme on était dans des villes avec une tension telle locative, il s'était dit, même si les enfants reviennent à la maison pendant la période du Covid, on va garder les baux commerciaux, donc ils payaient leur loyer. J'ai envie de dire, c'était même mieux pour l'exploitant, puisqu'il avait des résidences sur lesquelles il touchait des loyers. Elles étaient vides, donc elles demandaient moins d'entretien. Et la première chose qu'on nous avait demandé, c'était de baisser le loyer. Donc là, on annule. C'est encore une nouvelle victoire. On enrichit encore notre expertise à ce niveau-là, puisque on a appris à être un petit peu plus malin que les exploitants pour aller vérifier les données. Et on s'est à nouveau, on a réussi à nouveau à annuler cette baisse de loyer. Et comme je le disais, une étape en chasse une autre, un événement en chasse un autre. On arrive, comme je vous l'expliquais, à Lyon avec un renouvellement de bail. Et là, les premiers copropriétaires de Lyon viennent à nous consulter en nous disant, j'ai un renouvellement de bail, j'ai une fin de fiscalité qui approche. En toute logique, c'est peut-être le moment de se poser la question sur arbitrer sur ce type de bien. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars de la résidence? Et là, à nouveau, comme dans tous les autres événements que j'ai pu vous expliquer avant, ben, c'est une surprise pour nous parce que c'est un sujet que, à nouveau, on ne maîtrise pas. Comme on a toujours dit oui à tout, on dit oui, on va vous aider. Donc, on n'a pas d'expertise préalable sur la vente, on ne sait pas comment on vend un bien en immobilier. Par contre, on n'a qu'une envie, c'est d'apprendre à nouveau. Et là, on va découvrir avec ces nouveaux copropriétaires de Lyon et cette phase de vie des beaux commerciaux, on va apprendre toutes les étapes de la vente d'un bien immobilier sous bail commercial. Donc, vous l'avez vu, comme je le disais, c'est qu'une suite d'événements qui fait que
On part d'une petite association avec quelques copropriétaires. On rentre de plus en plus de résidences, on rentre de plus en plus de personnes. Et donc, le bilan, il est très clair. On apprend à négocier, on apprend à fédérer. Et je reviens vraiment sur le deuxième point, fédérer, parce que les différents avocats à l'époque nous ont dit c'est quelque chose qui est très difficile à faire, surtout sur une résidence de service. Donc on prouve qu'on arrive. On maîtrise maintenant ce que c'est qu'un bail commercial, comment on le renouvelle. On connaît un petit peu les dessous du bail. On découvre les pièges liés à la revente de LMNP parce que là aussi, bah, les premiers sont un peu nos tests et on découvre ce que l'on peut faire, ce qu'il vaut mieux ne pas faire et on découvre le marché de la revente du LMNP. En parallèle, on lance là aussi une nouvelle fenêtre sur NicoPro. On détermine avec les deux avocats qui nous suivaient dès le début, Maître Julien Leboulch et Maître Nicolas Chambé, que potentiellement on a un sujet pour aller présenter en justice le promoteur. Maître Leboulch et Maître Chambé nous proposent de lancer une expertise. Expertise qui après, on verra aussi que dans le cadre de la résidence Zénitude Maestria, vous aurez vécu exactement la même chose et vous aurez les mêmes avocats que nous. C'est comme ça qu'on arrive aussi à faire le lien. Et donc, on assigne sur Lyon et on assigne sur Nantes le promoteur et on obtient deux rapports d'expertise après 2 ans d'expertise qui démontrent clairement par les experts que les copropriétaires de Nantes et de Lyon ont subi un dol sur le plan juridique. Donc là aussi, on a enrichi notre expertise et on est vraiment maintenant dans ce domaine beaucoup plus technique et beaucoup plus juridique. Euh, Vous l'avez vu par rapport à tout ce que je vous dis, nous n'avons eu de cesse de défendre, toujours défendre, toujours défendre. Et avant tout, cette histoire, c'est une extraordinaire aventure humaine parce que d'un produit d'investissement qui ne répond pas à ses promesses, on a réussi à fédérer des centaines et des centaines de personnes. J'ai eu des heures et des heures de téléphone avec certains d'entre vous et je pense que cette erreur d'investissement m'aura permis de réussir la plus belle aventure humaine de ma vie. Donc, c'est transformer le négatif en positif et on a toujours avancé avec le même état d'esprit. Jusqu'en 2025, on accueille donc pendant ces 10 années 2 nouvelles résidences. On accueille un groupe de résidences de tourisme Bellambra, on accueille pas mal de résidences de l'exploitant Zénitude, exploitant qui malheureusement aujourd'hui fait parler de lui d'une façon assez négative. Donc là aussi, on comprend que dans ce type d'investissement, il n'y a pas que les chiffres qui comptent, mais il y a aussi surtout la réputation de l'exploitant qui va faire que le bien va être plus ou moins coté sur le marché de la revente. Et donc, si vous avez un bien qui est délaissé par les investisseurs et les acquéreurs de seconde main, c'est souvent beaucoup, beaucoup de désillusions. Donc, on apprend tout ça. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, on se pose la question d'un réel tournant dans l'association, puisque on arrive vraiment à un niveau où, vous l'avez vu au fil des différentes étapes de la vie du NicoPro, on est en train d'engager des expertises de plus en plus particulières, précises. On a de plus en plus d'adhérents. On a un volume de demandes qui commence à correspondre à un volume quasiment d'une entreprise. Beaucoup, beaucoup de personnes viennent nous voir en individuel, mais aussi regroupées par rapport à une résidence complète. On nous demande de renouveler des baux commerciaux. On nous demande d'aider une résidence, par exemple, dernièrement, qui est en absence de paiement de loyer depuis 9 mois. Donc on a de plus en plus de demandes et cette augmentation de demandes ne pouvait plus se faire que par les expertises internes de l'association, qui sont limitées de toute façon, puisqu'on est sur du bénévolat. Et on a un cycle qui continue. Les vendeurs d'hier de Lyon nous disent et nous demandent que puis-je faire de mes actifs? J'ai vendu ma résidence de service, je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que
je continue dans l'immobilier? Comment investir dans l'immobilier? Est-ce que je pars dans mon investissement plutôt financier? Et on a aussi des questions, puisqu'on a une population qui a passé assez souvent le cap des 60 ans, on nous dit qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le cadre d'une succession. Donc là, on se dit vraiment, on touche des domaines auxquels on ne répondra jamais en interne à l'association. Il faut absolument que l'on ait autour de nous les compétences, les professionnels qui vont pouvoir nous aider, qui vont pouvoir répondre aux questions des personnes. Donc c'est là où on passe ce cap que j'appelle le cap de la professionnalisation. Alors ce cap-là, il se passe par du partenariat. Ce partenariat, il est aussi pour nous une révélation parce que on n'a pas envie de vous donner des partenaires auxquels on ne croit pas, juste parce qu'on vous donne un nom, parce qu'on vous donne une expertise. En général, et ça je peux l'assurer personnellement, et je pense que tous les partenaires qui sont avec moi ce soir le confirmeront, chaque fois que j'ai donné un nom d'un partenaire, en général, c'est pas en général, c'est systématiquement, je l'ai testé, et à des fins personnelles. Donc, quand je vous dis que j'ai testé un partenaire en lequel j'ai eu confiance, ça peut quand même vous donner le niveau de confiance que j'ai pu avoir dans les expertises qu'on a pu rencontrer. Donc, il nous fallait ces expertises pointues. Je les ai personnellement testées. Elles ont passé le cap du test puisqu'elles sont avec nous ce soir. Et il fallait absolument qu'on continue à maîtriser les coûts, puisqu'on est quand même dans un environnement où on a une population d'investisseurs qui malheureusement a été très très mal traitée par le passé. Beaucoup de choses promises, beaucoup de choses non tenues. Et dans ces cas-là, il était absolument hors de question de vous donner des partenaires qui ne tenaient pas la route, puisque le maître mot de ces 10 ans, c'est ce que je disais aussi souvent, j'ai malheureusement eu le sentiment de voir beaucoup d'abus de faiblesse, c'est-à-dire de personnes à qui on faisait croire beaucoup de choses, de personnes à qui on faisait investir des économies d'une vie et à la fin, ou alors j'avais les deux extrêmes, des économies d'une vie de travail ou des économies. J'ai vu aussi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes actifs à qui on collait de la résidence de service sans même qu'il y ait de résidence principale d'acquise, ce qui les mettait dans des difficultés au tout début de leur vie. Donc en fait, j'ai vu cet abus de faiblesse à la fois sur les nouveaux, sur les jeunes investisseurs et sur les investisseurs un petit peu plus matures. Donc, on ne pouvait pas ne pas réagir avec ce sujet très sensible, puisque avant tout, c'est un sujet humain. Il a fallu beaucoup de temps pour tester beaucoup de partenaires. On a testé énormément de partenaires au niveau de la revente en LMNP, puisqu'il y a là aussi une jungle de sociétés qui sont plus ou moins vertueuses, plus ou moins responsables. Donc, il nous a fallu du temps pour mûrir l'accompagnement sur la revente en LMNP. Et ceux qui ont répondu à tous les critères de solidité, de responsabilité et de vertu sont présents à nouveau ce soir avec nous. Donc, j'ai fini quasiment ma partie et je vais donner l'échange à ceux qui nous entourent ce soir. Alors, il y a des personnes qui sont avec nous, il y a des personnes qui se sont exclusées, mais on va faire un petit tour de table avec toutes les expertises que l'on a. J'aime bien dire que j'ai mis un 360 autour de moi et ce 360, souvent, je le fais communiquer entre eux et j'aime bien interagir avec les différents partenaires. Donc la première personne que je vais vous présenter ce soir, mais vous la connaissez pour certains, puisqu'elle agit dans certains dossiers, notamment le dossier de Juvignac, le dossier de TESA avec le renouvellement, c'est Maître Céline Imbert. Est-ce que tu nous entends, Céline? Je vous entends. Merci Eric pour cette présentation très élogieuse. Bonsoir à tous. Alors effectivement, j'en connais certains. Je vous ai eu en webinaire sur les baux commerciaux. Pour d'autres, on s'occupe du renouvellement des baux. On s'occupe aussi d'éventuels commandements de payer à faire ou pas. En tout cas, de toutes vos négos avec des bailleurs, des bailleurs, des locataires, des exploitants indélicats.
C'est vrai que le faire main dans la main avec Unico Pro, c'est un vrai bonheur pour nous qui n'avons pas forcément l'habitude, ou en tout cas le confort de travailler avec une asso aussi dynamique et aussi partie prenante du montage des dossiers. Euh, alors tu nous présentes comme un cabinet ayant une forte sensibilité associative, c'est Oui, vrai. oui, oui, parce que en ta personne, en fait, quand on s'est rencontrés, on parlait d'association. Donc, en ta personne, je Oui. sais que tu as un engagement très, très prononcé sur l'association. Et c'est peut-être pour ça que ça a révélé le jour de notre premier entretien, puisque je t'ai découvert par le pur hasard des recherches Internet. Et c'est le biais associatif qui m'a fait dire, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose. Et on a su assez rapidement parler tous les deux d'association, et c'est peut-être pour ça qu'on a fondé une collaboration qui, je l'espère, est très solide et très prometteuse pour le futur. Oui, oui, c'est certain. Et c'est vrai que moi, j'ai démarré ma carrière d'avocat d'abord dans le monde associatif avant de faire du droit des affaires et avec une spécialisation très marquée dans les baux commerciaux en ce qui nous concerne, puisque on est un cabinet qui a donc trois associés, un urbaniste, quelqu'un de spécialisé en immo-construction et copro, et moi pour le droit des affaires. Ben, je profite parce que vous fêtez vos 10 ans, mais le cabinet aussi fête ses 10 ans. Et à cette occasion, nous sommes passés société à mission. Et donc, la professionnalisation des associations fait partie de ce que j'appelle l'accompagnement de l'entrepreneur qui serait profane ou pas. Et c'est vrai que vous, en tant que bailleur, on vous met une pression, je trouve, sur les épaules qui est extrêmement forte. On vous demande de vous battre comme des bailleurs professionnels dans la jungle du bail commercial. Et donc, c'est à ce titre-là que je trouve mon engagement avec vous absolument passionnant. Voilà, donc j'avais à cœur d'être là ce soir pour vous remercier. Merci beaucoup, Céline. La deuxième expertise que je voulais vous présenter ce soir, c'est une autre expertise. Elle est comptable, fiscale et commissariat aux comptes. C'est le cabinet le cabinet Després, en la personne de Paul qui est avec nous ce soir. Donc, Paul a déjà accompagné, puisque quand on est, je disais, quand on est, on se pose des questions, j'ai revendu, qu'est-ce que je fais? Certains nous ont dit, est-ce qu'on partirait sur des SCI familiales? Est-ce qu'on partirait sur autre chose? Il y a aussi eu des sujets assez surprenants pour nous au début avec Paul, qui étaient sur la fiscalité et la TVA. Quand on a repris certaines résidences zénitudes, on a eu la surprise d'apprendre que la TVA existait en France à certains copropriétaires et que peut-être il fallait à un moment qu'il reverse ce qu'il collectait. Donc je vais laisser la parole à Paul pour expliquer un petit peu cet engagement et cette collaboration, et surtout qu'il nous explique comment il a rejoint et comment il considère Nicopro. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ou pas? Oui, Oui? Ok. C'est comme je suis sur le téléphone pour une fois, je n'étais pas sûr que ça fonctionne. oui, Bon, merci Eric. Alors effectivement, moi je suis expert comptable. Le rôle d'un expert comptable, pour ceux qui ne le savent pas, donc nous on est tiers indépendant. Donc on n'a aucune notion enfin on n'est pas partie prenante, on n'a pas de notion de jugement. On est vraiment là pour vous apporter du conseil tant sur l'optimisation fiscale que patrimoniale en cas de revente ou de réinvestissement. On a eu fait effectivement avec Eric au tout début quelques coachings, même pour certains d'entre vous, sur j'ai un appartement, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Est-ce que c'est le bon moment? Pas le bon moment? Alors, encore une fois, on est tiers, hein, nous, on n'a rien à gagner à vous le faire garder ou vous le faire vendre. L'idée, c'était vraiment d'apporter un conseil de qualité. Et pour certains qui étaient encore sur un mode de défiscalisation mais qui ne payaient pas d'impôts, bah, c'était un petit peu surprenant. Donc, on était là pour remettre un petit peu l'église au centre du village sur tous ces aspects fiscalo-comptables et vous apporter notre expertise là-dessus. Donc, moi, je suis ravi d'accompagner Eric. Ça s'est fait effectivement assez naturellement aussi, d'abord avec son dossier. Et puis après, il m'a dit voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que quand je donne une recommandation, ben, je l'ai testé et effectivement, pour des dossiers personnels, je travaille avec Paul. c'est ça. On a commencé comme ça, puis après Eric m'a dit j'ai peut-être des gens qui auraient besoin de conseils, qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'ai dit bah, on va les recevoir et puis on verra bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien puisque on se fait un premier audit aujourd'hui qu'on arrive à ne pas facturer pour apporter bah, voilà, du conseil, de l'accompagnement parce qu'on comprend, moi je comprends tout à fait que ce soit des situations qui soient délicates parce que de temps en temps on pense avoir fait un investissement
pour pouvoir le léguer à nos enfants, pour que nos enfants puissent aller faire leurs études dans cet appartement. Et puis on se rend compte bah, que c'est pas du tout ça qu'on a acheté. Donc voilà, au début, on prend le temps d'essayer de remettre et de trouver la meilleure solution possible, tant sur le bien que vous avez que sur le réinvestissement si d'aventure vous décidez de ne pas conserver ce bien et de l'investir, puisque même s'il y a eu une mauvaise expérience sur la location meublée en résidence-service, la location meublée ou l'investissement immobilier finalement dans des plus grandes largeurs, ça reste des super plans aujourd'hui en France et il y a des montages fiscaux intéressants à réaliser. Voilà, Merci beaucoup, Paul. Merci pour avec plaisir. ce retour. La troisième personne que je voulais vous présenter, elle s'excuse, elle ne sera pas avec nous ce soir, mais elle sera avec nous avec un prochain webinaire. C'est Maître Caroline Plat-Chevalier, notaire à Aix-en-Provence. Avec Caroline, on a deux, trois sujets qui sont très intéressants. Le premier sujet, c'est le sujet du prêt-état daté. Euh, En 2000, début 2025, face au mécontentement de beaucoup de copropriétaires qui vendaient et qui voyaient arriver des factures de 500 euros des syndics pour un prêt-état daté, qui est un document que le syndic fait en appuyant sur un bouton. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer toujours d'aller aider le copropriétaire vendeur. Et Caroline m'a expliqué les dessous du pré-état daté. On a assez rapidement vu qu'on avait la capacité de mettre en place un service d'élaboration de pré-état daté. Et donc, depuis maintenant 6 mois, on se substitue au syndic pour réaliser des pré-états datés. Et la tarification, au lieu d'être de 500 euros, on propose un pré-état daté à 90 euros, ce qui fait économiser beaucoup d'argent lors de la vente. Et le pire que j'ai pu croiser dans cette expérience, c'est quelqu'un qui a vendu à Lyon et qui avait Nexity comme syndic. Il y a eu un petit, je dirais, un retard d'obtention d'offres de prêt et le notaire qui a fait du zèle selon Caroline a demandé à ce que le prêt état daté soit valide uniquement à un mois et qu'au bout d'un mois, on ait un nouveau document. Alors, j'ai demandé s'il y avait une justification auprès de Caroline. Elle m'a dit non, c'est une pure interprétation d'un de mes confrères. Mais comme le notaire rédige l'acte, il est difficile d'aller le contrarier sur le sujet. Donc, la mauvaise expérience de ce vendeur a été de se voir facturé par Nexity, que je ne nommerai pas ce soir, mais j'ai trois amis dans la vie, Nexity, Citia et Foncia, donc ce sont mes meilleurs amis, a facturé 1500 euros sur une vente en appuyant 3 fois sur un bouton pour la première fois appuyer sur un bouton et la deuxième fois changer une date. Donc, je ne vais pas y aller par quatre chemins, mais c'est du vol manifeste. Donc, face à ça, on a dit on va faire quelque chose, on va aider. Donc, on réalise des prêts état datés pour les copropriétaires. Et bien entendu, si au bout d'un mois, un notaire demande un nouveau prêt état daté, on refait le prêt état daté en regardant qu'il n'y ait pas eu d'appel de charge ou d'assemblée générale et on ne refacture pas les 90 euros. Le deuxième sujet que l'on a discuté et abordé avec Caroline et que l'on va aborder à la rentrée, c'est un dispositif encore assez méconnu du public que l'on appelle le mandat de protection future. Mandat de protection future va vous permettre de déclarer vos intentions si du jour au lendemain vous alliez perdre la capacité à raisonner. Donc, on imagine un couple, une des deux personnes du couple va commencer à avoir des problèmes cognitifs et très souvent, la deuxième personne va se retrouver à devoir discuter avec un juge des tutelles, pour définir quelle sera la vie de celui qui a perdu sa capacité à discerner. Le mandat de protection future, et ça fera l'objet d'un webinaire à la rentrée, est quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre et qui va vous permettre d'écrire vos volontés à à ce sujet. Donc, on travaille sur ce point avec Caroline et vous aurez sûrement en octobre un webinaire qui sera basé sur ce mandat de protection future. Le dernier point que nous avons discuté avec Caroline et qui, quelque part, m'a un petit peu surpris par rapport à toutes les discussions que je pouvais avoir avec et j'en parlais tout à l'heure au niveau de la succession,
j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues d'une façon assez timide, d'une façon assez retenue, me dire, mais j'ai passé les 60 ans, les 70 ans, et j'ai jamais abordé la succession, donc j'ai jamais rien fait. Et je vais faire un résumé très rapide. Si on ne fait pas grand-chose, on risque de payer assez cher les droits de succession qui peuvent aller jusqu'à 40%. Donc, quand vous aurez économisé 100 euros de votre vie, si vous ne faites pas grand-chose, vous pouvez en perdre 40. J'ai trouvé que c'était un peu délicat et on va aussi faire quelque chose pour essayer de présenter qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre aux différentes étapes de votre vie pour, on va dire, optimiser ces droits de succession et les rendre les plus souples et les plus indolores possibles pour vos héritiers. Donc c'est un sujet aussi qui nous tient à cœur et je pense qu'il y a une certaine pudeur à aborder ce sujet parce que aborder ce sujet, c'est un petit peu aborder le sujet de qu'est-ce qui se passera quand je serai plus là. Et c'est pas la chose la plus sympa et la plus facile à mettre sur la table et à discuter. Donc on essaye de le faire avec beaucoup de détachement, avec de l'humour, avec de toute façon la certitude que quoi qu'il arrive, il n'y a personne qui me contredira ce soir, on arrivera tous et toutes à la même finalité. Donc que l'on en ait parlé ou pas parlé, on aura la même finalité. Donc je pense que pendant toute notre vie, on paye nos impôts, on a un prélèvement d'impôts sur nos revenus. Quand il nous reste un peu d'argent, on arrive à consommer et quand on va consommer, on paye allègrement de la taxe sur la valeur ajoutée et que quand on a eu un prélèvement sur nos salaires, quand on a eu un prélèvement sur ce que l'on achète et qu'en fin de carrière, il nous reste un peu d'argent, je trouve que c'est assez sympa d'aller se dire comment l'alléger et comment le rendre le plus souple possible. Donc c'est pour moi un sujet, alors peut-être que j'en fais un sujet perso, mais je trouve que c'est un sujet assez intéressant à débattre. C'est pour ça que vous aurez un webinaire bientôt. Le partenaire que je voudrais vous présenter aussi ce soir, qui n'est pas comme Caroline présent, c'est un groupe Olifant spécialisé en ingénierie patrimoniale et successorale. On a aussi beaucoup hésité à mettre en avant ce type de société parce que trop souvent, dans cet environnement, la commission prime sur le conseil. Avec Olifant, on a découvert un environnement différent, un environnement où on privilégie quand même l'écoute et une certaine indépendance par rapport aux produits financiers qu'ils présentent. Leur conseil est facturé, ce qui fait que le produit final n'est pas vous quand c'est gratuit, et vous bénéficiez donc, on peut espérer, un accompagnement objectif et sans orientation biaisée. Malheureusement, là aussi, j'ai expérimenté dans ma carrière beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui me disaient que le meilleur produit, c'était le produit sur lequel ils étaient le mieux commissionnés. Mais ça, je le savais a posteriori et malheureusement pas au début. Donc j'en ai fait les frais, j'ai perdu de l'argent, j'ai appris et j'en ai fait aussi j'en ai tiré une leçon. Donc voilà, le groupe Olifant, pour nos 10 ans, nous a proposé de réaliser ce que l'on appelle des rendez-vous de découverte d'une heure qui ne vous engage à rien. Vous avez en face de vous, selon votre demande, soit un ingénieur patrimonial, soit un ingénieur plus successoral. Pendant une heure, c'est une présentation à la fois de vous et à la fois du groupe. Et à la fin de cette heure, soit vous quittez en disant merci, c'était intéressant et vous n'avez aucune obligation, soit parfois il y a des sujets comme ça qui font tilt, qui s'allument et qui à la fois pour vous ou à la fois pour le groupe Olifant fait sens au niveau d'une continuité du discours. Et si vous avez la possibilité d'en apprendre plus ou d'avoir des éléments intéressants, c'est avec plaisir qu'on vous met en relation avec cette société. Donc ça, c'est pour le groupe Olifant. Je crois que c'est la dernière personne, à the but not least. Je voulais vous présenter ce soir une courtière en banque. Alors là aussi, l'histoire elle est simple, hein. J'avais jamais utilisé de courtière en banque et puis j'ai utilisé une courtière en banque et j'ai rencontré Magali Vidoni qui m'a fait découvrir ce métier et qui m'a fait découvrir toutes les finesses de ce métier que j'ignorais. Donc, j'ai voulu l'inviter ce soir pour qu'elle. Vous pouvez aussi m'interroger après, plus tard, sur qu'est-ce que j'en ai tiré.
Mais au début, je ne croyais pas trop à ce métier-là. J'en étais pas convaincu parce que j'avais pas expérimenté. Et puis, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses. Je vous donnerai pas tous les détails personnels, mais je vais laisser à Magali le soin d'expliquer d'où elle vient, qui elle est et comment elle peut potentiellement vous aider. Magali, c'est à vous. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Surtout un grand merci à Eric de m'offrir ce temps de présentation et d'échange. Alors oui, c'est un plaisir et un honneur de participer à cet anniversaire. Donc comme vous le voyez plus ou moins sur les différentes slides à l'écran, donc moi je suis une ancienne banquière. J'ai fait un peu plus de 20 ans dans une grande banque française. Et ce parcours, en fait, m'a permis de maîtriser l'approche risque des dossiers tout en optimisant leur présentation. Alors, pour différentes raisons, j'ai occupé différents postes, que ce soit directrice d'agence ou responsable du marché des professionnels. Et c'est vrai qu'au même titre que la découverte qu'on peut avoir dans les résidences de service, bah oui, il y a des coulisses également dans les banques. Il faut savoir adopter une stratégie qui se fait souvent à plusieurs mains avec notaire, avocat, expert comptable, pour faire vraiment quelque chose, un dossier qui vous ressemble. Donc en gros, pourquoi faire appel à mes services? Bien tout simplement, lorsque vous souhaitez être accompagné de A à Z, comme le fait déjà Unicopro dans votre gestion, bien là en fait, c'est externaliser votre demande de financement. Ça va vous permettre de vous décharger en totalité de toutes les démarches, les constitutions, les négociations, et vous vous assurez d'avoir un référent, moi-même, au niveau de ce qui se passe sur le marché, que ce soit sur les conditions tarifaires, mais également sur les garanties. Alors, petit rappel, j'en ai mis quelques-uns, hein, mais vous le voyez, en effet, je travaille avec tous les partenaires bancaires de la place. L'objectif, vous l'avez compris, je suis là également pour défendre vos intérêts bancaires. Je me présente vraiment comme une banquière externe. Voilà à peu près le champ d'intervention. Ce que vous pouvez peut-être dire, Magali, c'est Oui. préciser que moi, quand j'ai fait appel à vos services, j'avais un partenaire historique de Oui. très très longue date et je me suis dit, oh là là, je vais mettre un peu le désordre dans ce partenariat, dans cette fidélité du passé. Et j'ai Non. été surpris et je pense que ça serait Oui. intéressant que vous l'expliquiez que dans le milieu bancaire d'où vous venez, il n'y a pas, il y a une acceptation de cette mise en concurrence que j'ignorais totalement. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une stratégie derrière. Aller partager vos flux ou aller partager vos relations bancaires, c'est pas être déloyal vis-à-vis de votre banque initiale, loin de là. Ça s'inscrit véritablement dans une stratégie. La première, c'est qu'en fonction des encours, c'est-à-dire des prêts que vous avez déjà en place au sein de cet établissement, il est possible qu'à un moment, on atteigne la limite et que votre banquier historique ne soit plus en mesure de répondre à votre demande. Ça, c'est le premier point. Le deuxième que malheureusement on connaît assez souvent sur ces dernières années, c'est le turnover qu'on peut avoir auprès de différents conseillers qui, tous les 2 ans, quand c'est pas moins, changent. Et au bout du compte, vous avez plus ce rapport que vous aviez il y a 10, 15 ans avec votre partenaire bancaire. Le risque que vous prenez, eh bien, c'est d'être un petit peu pris en otage, un petit peu ce qui a été présenté en début de ce webinaire où on n'a pas le choix, on accepte littéralement ce qui nous est imposé. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est surtout que d'ouvrir une stratégie bancaire à un autre partenaire ou deux autres, l'objectif, c'est que derrière, ça en sein les négociations. Et comme vous l'avez bien dit, Eric, les banquiers le comprennent. Et bien sûr, parce qu'il y aura un partage de risques. On va aller sur une première opération avec le banquier historique, puis la deuxième, on sera amené à la faire avec le nouveau partenaire. Et au fur et à mesure, ça va s'inscrire de façon intelligente parce qu'il y en a pour tout le monde et que le but du jeu, bah, c'est que en fonction de la période, des conditions du marché, bah, ça permet en tout cas aux banquiers de comprendre qu'on ne perd pas les clients. On devient de vrais partenaires bancaires. Et là, je vais pouvoir mettre ma touche personnelle et vraiment acter ce qui vient d'être dit.
sans vous dévoiler une situation personnelle, mais j'ai fait appel à Magali sur un projet. J'avais donc un banquier historique fidèle à côté de moi. Magali m'a convaincu d'aller demander à un autre partenaire. On est allé faire une opération avec cet autre partenaire parce que ce partenaire voulait un petit peu prendre une part du marché. Donc, on est arrivé sur la première opération avec le Challenger. Conditions très très bonnes parce que ben, justement on est en opération de séduction. Et puis on a réalisé cette opération et puis la deuxième opération est arrivée. Et là, c'est là où j'ai découvert cette stratégie qui a été fabuleuse, c'est-à-dire que en représentant le second projet après le premier, ben, j'ai mon partenaire d'origine qui s'est dit, ah, il m'en a fait passer un sous le nez, j'aimerais pas que le deuxième passe sous le nez. Et là, le partenaire d'origine fidèle, et vous pouvez le confirmer Magali, est arrivé avec des conditions que vous avez qualifiées Ah oui, d'imbattables. Donc, exactement. En fait, l'objectif, c'est qu'on remet à l'équilibre la relation banque-client. Il n'y et a plus de rapport de force, en fait. Et ce qui était intéressant de partager avec vous, c'est que ben, c'est cette conclusion. Oui, Cet élément de mise en concurrence, j'aurais naturellement fait appel à mon partenaire bien fidèle. sûr. Il m'aurait fait plaisir avec des conditions, mais jamais, jamais, je n'aurais obtenu les conditions que j'ai pu Non, obtenir. Donc, non, non. la leçon à tirer, c'est dans un climat où tout le monde y trouve sa place et il n'y a pas d'infidélité, Mhm. on obtient des conditions qui sont quand même beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu avoir. Et c'est ce que j'appelle un petit peu réveiller le partenaire en se disant, oh, Exactement. je suis là, moi ça faisait plus de 30 ans que j'étais avec ce partenaire. Donc c'est pas qu'il était assis dans une relation paisible, mais un petit peu, voilà, Un petit peu. je suis là depuis 30 ans, il n'imaginait pas que je puisse partir. Et en fait, je suis pas parti. Non, mais non. Donc, Donc, en fait, voilà, c'est complètement ça. L'objectif, moi, c'est d'offrir aussi un regard un peu plus, justement, objectif, avec plus de hauteur sur la relation qu'on a avec notre banque. Voilà. donc c'est pour ça que ce soir, je trouvais intéressant de vous faire Mais partager merci. cette expertise. Merci pour Mer- l'invitation. Merci beaucoup, Magali. Donc, on arrive maintenant un petit peu à la synthèse. Qu'est-ce que nous sommes devenus en 10 ans d'une association à l'écoute au début avec une création un petit peu spontanée. On arrive à être toujours dans l'écoute, dans l'activité sur différents fronts, nombreux fronts. Et surtout, un mot qui revient et qui reviendra, l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a accompagné les copropriétaires à différents moments de l'investissement. On a essayé de le faire toujours dans un... On n'a jamais laissé quelqu'un. On a toujours essayé d'apporter un peu de la vertu dans ce monde qui, on l'a dit, souvent est entouré de personnes qui vont et tout faire pour abuser. Donc, on a toujours apporté des réponses, même si quelquefois je me disais, mais pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'y suis allé? Quelquefois, je m'en suis mordu un petit peu les doigts au début, mais bon, à la fin, on apprend toujours. Donc, à ce jour, on est très, très fiers de dire qu'on n'a jamais abandonné un seul copropriétaire. On a toujours, toujours été là. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre en pause 2 minutes avant la conclusion et vous avez 2 petites minutes maintenant pour poser des questions. Profitez pour poser des questions aux partenaires qui sont avec nous ce soir ou faire un simple commentaire, faire un simple retour d'expérience de ce que vous avez pu lire avec Unico Pro. Et on a enregistré un petit commentaire qu'on mettra plus tard avec Vincent qui a bien voulu se faire interviewer. Donc voilà, je vous laisse la parole si vous avez quelque chose à dire. Oui, Thierry Guigaud. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je voulais déjà vous remercier, te remercier Eric, et puis remercier toute l'association quand même pour tout le travail que vous faites. Moi, j'ai un appartement sur Montpellier, hein, et je pense que c'est quand même grâce à vous où on en est arrivé là où on en est, avec un maintien des loyers, avec un renouvellement du bail, avec tout le travail qui a été réalisé, et puis surtout les explications que tu nous as fournies tout au long de ce temps-là. Vous nous expliquez ce que c'était qu'un LNP, les conditions de revente, etc., pour bien nous sensibiliser que ce n'était pas un produit ordinaire, ce n'était pas un produit voilà, classique qu'on avait acheté et qu'on nous avait un peu vendu du rêve.
et qui s'est transformé quelquefois, quelque part aussi un peu en cauchemar. Et puis aussi tout l'accompagnement que tu nous as proposé hein, sur les reventes, sur la revente. Tu parlais du prêt état daté. Moi, j'ai utilisé vos services dès aujourd'hui parce que mon appartement est heureusement en vente aujourd'hui. Enfin voilà, je voulais quand même apporter mon commentaire et vous remercier du fond du cœur de tout ce que vous avez pu faire depuis une dizaine d'années pour tous les copropriétaires. Merci pour ta confiance, Thierry. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment un travail d'équipe et aussi on a appris par tous les partenaires qui nous entourent. Merci beaucoup. D'autres commentaires? Oh ben écoute, moi je veux juste te dire quelque chose, c'est merci parce qu'en fait tu nous as accueillis en sachant que déjà on ne pourrait pas aller au bout avec l'association parce que nous avions déjà une certaine structure, mais tu nous apportes toujours beaucoup. Merci. Merci. Et pour tout le monde pour les personnes qui ne connaissent pas Alain, Alain est représentant d'une résidence du groupe Bellambra avec la spécificité que nous n'avions pas au niveau du tourisme et notamment au niveau de Bellambra, puisque Bellambra est un acteur qui aussi se distingue parfois au niveau des beaux commerciaux. Donc, pourquoi on t'a accueilli, Alain, et on a voulu absolument parce que depuis le début, on disait que, et c'était nos premiers échanges, la mutualisation est quelque chose de très important. Vous accueillir dans ce qu'on appelle, puisque pour vous définir un petit peu l'organisation de l'association, vous avez un comité, un conseil d'administration et vous avez un conseil des résidences. Le conseil d'administration et le conseil qui veille au fonctionnement de l'association. Et le conseil des résidences, c'est en général à minima une personne des résidences que l'on appelle les résidences gérées. On se réunit tous les mois et tous les mois on échange. C'est-à-dire que quand Alain va nous dire quelque chose sur sa façon de travailler avec Bellambra, on va s'en imprégner et on va essayer aussi de réagir et de donner notre expérience si on a un sujet sur lequel on a un point commun. Donc, plus on échange, plus on mutualise, plus on s'enrichit et la diversité fait la richesse. Donc, voilà pourquoi on a eu beaucoup de plaisir à t'accueillir et que c'est un plaisir qui reste présent aujourd'hui. Ok, merci aussi. D'autres commentaires? Oui, moi, Eric, donc c'est Annabelle. Donc, ben, moi, je suis comme toi depuis le début. Oui, On fait partie voilà, du début. Et c'est vrai qu'au début, ce qui a fait la force de l'association, et je pense qu'on l'a toujours, c'est que dès le départ à Nantes, on s'est tous retrouvés solidaires lorsqu'on est sorti d'une réunion avec notre gestionnaire et celui, enfin, voilà, avec Tajirim et puis la dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, Madame Lemaire. voilà, qui était supposée de s'occuper de la résidence. Et c'est vrai que tout le monde est sorti de cette réunion de copro en disant, ben là, c'est juste pas possible, quoi. Il va falloir s'organiser et faire quelque chose. Et c'est vrai que ben, au démarrage, même jusqu'à maintenant, tout le monde a toujours été relativement solidaire sur Nantes et ce qui a permis aussi d'aider d'autres copros qui étaient dans la même galère que nous, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment cette unité qui a fait la force. Je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui a fonctionné? Ce qui a fonctionné, c'est qu'on est restés tous soudés, on est toujours restés très proches. Et la difficulté que j'ai eue, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés parfois, c'est de garder la même vision. Quand vous avez 500 personnes, garder la même vision et la même façon de penser, ce que je redoutais toujours et ce que je redoute toujours quand je suis dans une découverte de résidence, par exemple en ce moment sur la renégociation de TESA, c'est d'avoir un groupe de personnes qui va commencer à se diviser et une partie va vouloir partir à gauche et l'autre partie à droite. Moi, je suis qu'un facilitateur au milieu de tout ça. J'essaye un petit peu de rassembler tout le monde, mais c'est pas évident de rassembler autant de personnes sur des sujets aussi délicats. Parce que des sujets délicats, on en a vécu. Hein, quand en 2015, je disais, Tajerim ne voulait plus nous payer les loyers ou au moins ne plus les payer vis-à-vis du bail, on en a vu passer des plus ou moins excités dans le groupe.
Donc il a fallu canaliser tout ça. En tout cas, merci pour ta fidélité, Annabelle, depuis le début, et merci à tous ceux qui, après, ont été fidèles au fil des années. D'autres commentaires? Oui, bonjour Eric, c'est André Pillon. Bonsoir, André. Je suis ravi d'être parmi vous là ce soir. J'ai pas pu y être hier d'ailleurs au webinaire du 30 juin là. Simplement pour dire qu'effectivement, je suis copropriétaire parmi beaucoup d'autres à la résidence du Vignac à Montpellier. On a adhéré récemment à Unicopro. Mm. Je pense que le message d'Eric a toujours été très clair et tout ce qu'il a exposé ce soir effectivement démontre, je dirais, son altruisme, je vais dire ça comme ça, et effectivement son côté passionné aussi à prendre en compte ce genre de choses. On apprend beaucoup, effectivement, je pense, dans ces démarches-là. C'est quelque chose qui me paraît intéressant avec Unicopro, c'est qu'on a le sentiment qu'on va apprendre ensemble également et effectivement être moins bête. Comme tu le disais tout à l'heure, on mourra tous, hein, mais là on mourra moins bête. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en peu de temps, on a adhéré récemment, sans même sortir l'artillerie lourde. Il y a eu un effet bénéfique tout de suite, puisqu'il y a eu effectivement de la part de l'exploitant qui rechignait à payer les loyers déjà un premier niveau de rattrapage. On fera le point prochainement, on se prépare à la suite, mais effectivement, c'est très positif. Moi, j'avais une question, ou plutôt une remarque générale, avec la vision d'Unicopro et peut-être des professionnels autour d'Unicopro. Euh, je, je suis un petit copropriétaire qui s'est lancé dans le LMNP sans rien y connaître au départ, comme beaucoup d'entre nous, je suppose. J'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose un marché où finalement il y a beaucoup de gens qui sont plus ou moins honnêtes, plus ou moins sincères. Je me demande si tous ces exploitants là, qui nous exploitent finalement, au bout du compte, qui tentent de le faire, se tirent pas une balle dans le pied et ne décourageront pas à terme euh, les quidam à investir dans le LMNP. Alors j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans le LMNP, très intéressantes, mais quand même, moi, avant qu'on m'y reprenne, ça va être compliqué. Hein. Enfin, de toute façon, je pense que j'aurai d'autres choses à fouetter maintenant que j'approche la retraite. Voilà. Alors peut-être que Paul veut réagir, mais dans Ouais. le LMNP, on a deux grandes branches. On a la résidence de service et puis l'habitation classique. Ouais. Et je pense que Paul voulait dire qu'il y avait de belles choses à faire plutôt dans l'habitation classique. Et depuis le début d'année, on a eu la chance, avec les partenaires qui sont avec nous ce soir, d'organiser des webinaires. Donc, on a fait un webinaire avec Paul, avec Céline, on a fait un webinaire avec Olifant. Et à chaque fois, on a expliqué les coulisses de ce qu'était le bail commercial en résidence de service. Et c'est vrai que quand on comprend, soit on accepte, soit on décide de changer son fusil d'épaule. Mais j'ai aussi appris que on peut pas dire qu'il y a de bons et de mauvais investissements. Il y a des investissements qui correspondent à des critères de certaines personnes et puis d'autres moins. Donc oui, il y a sur de la résidence de service, il y a de l'avenir. Maintenant, on est peut-être un petit peu naïf, mais on essaye d'apporter un petit peu de vertu face à ces exploitants et on a de très très belles idées à développer avec Céline sur comment on peut maîtriser les exploitants, comment on peut les encadrer. On a des projets de collection de données pour voir, pour avoir ce qu'on appelle des KPIs. On va essayer au fil du temps, d'y mettre un petit peu plus de vertu. On va aussi essayer de faire quelques tests en termes de ce que j'appelle de rééquilibrage de bail commercial, puisque Céline m'a appris que le bail commercial, c'était un document où on pouvait y mettre ce qu'on voulait à partir du moment où les deux parties étaient d'accord. Donc on a un bailleur et on a un preneur à bail. Et Céline m'a dit, on a des bibliothèques à laquelle on peut avoir accès en tant qu'avocat, qui sont, je sais pas si ça s'appelle des trames, des templates ou des choses comme ça, où on voit des beaux commerciaux, entre guillemets, type.
Et je me souviendrai tout le temps des premières réflexions de Céline quand j'ai présenté les baux commerciaux de résidence de service. Elle m'a dit, Eric, c'est assez simple. J'ai l'impression d'avoir un template avec côté bailleur, on a retiré tous les avantages et côté preneur à bail, on les a tous conservés. Par contre, on a enlevé tous les inconvénients. C'est à peu près ce que m'avait dit Céline là-dessus et ça m'avait fait prendre conscience de ce que on pouvait faire. Et donc, ce que l'on essaye de faire petit à petit dans la réécriture des baux, et on est en pleine actualité avec TESA à Yacht, c'est vraiment d'essayer de réapporter cet équilibre qui, à la base, n'est plus présent. Et on ne sait pas jusqu'où on va pouvoir actionner les leviers vis-à-vis d'un univers qui a l'air bien, bien ancré. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Céline, mais voilà ce qui... Bah écoute, déjà, on va retirer ce qui est faux, parce qu'on a même vu des petites perles à retirer. Et oui, oui, je pense que ce travail de rééquilibrage, avec l'association comme outil, on peut être un peu ambitieux. Hmm. Ce qu'on ne peut absolument pas être quand on est copropriétaire unique, représentant un lot, deux lots. On peut Ouais. pas du tout avoir l'oreille de l'exploitant dans ce cadre-là. Alors, ce que j'ai vu souvent, et tu le confirmeras sûrement, Céline, c'est que on a en face de nous des sociétés qui jouent beaucoup, beaucoup sur la division. Une centaine de copropriétaires éclatés sur toute la France qui ne se sont jamais parlé, à qui on va commencer à avoir une communication un petit peu basée sur la peur, hein. Faut pas se mentir, hein. Les messages des exploitants sont souvent assez anxiogènes. Et tout ça pourquoi? Pour faire signer, pour faire accepter souvent l'inacceptable. Donc voilà, on essaye de rééquilibrer tout ça et on a de belles ambitions pour les années à venir. D'autres commentaires? S'il n'y a pas de commentaires, je vais vous livrer la dernière partie donc de cette présentation, qui est quasiment une partie de conclusion pour vous dire quelles sont maintenant nos perspectives, qu'est-ce qu'on compte faire, et puis on l'a quasiment dit maintenant, surtout pour suivre le chemin qu'on a commencé à tracer, mettre plus de vertu dans cet environnement souvent décrié au niveau de ce que vous pouvez ressentir en termes d'investisseurs. Pensez à vous aussi. Si vous avez des questions sur la fiscalité et le patrimoine, n'hésitez pas à nous contacter. On vous mettra en contact avec les différents experts qu'on a présentés ce soir. On vous permettra aussi d'avoir un rendez-vous qui ne vous engage en rien d'1 heure avec le groupe Olifant. Donc ça, c'était une première chose. Et puis, comme on dit anniversaire et 10 ans, moi, je voudrais bien que vous me fassiez un petit cadeau ce soir et que à l'issue de ce webinaire, vous alliez, pour ceux qui n'ont pas encore fait, écrire un petit avis Google pour décrire l'expérience avec l'association. Vous l'aurez dans la présentation. Et surtout, écrire un avis où vous décrivez vraiment ce que vous avez vécu. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je vais vous livrer un secret pour ceux qui ne le savent pas encore. Dans la professionnalisation, je suis en train de passer à un diplôme qui va asseoir des compétences immobilières. Et donc, je suis dans le cadre d'une VAE et l'école qui me suit a trouvé que les avis Google que l'on pouvait avoir étaient très intéressants pour le jury. Donc voilà, si vous pouvez faire ce petit cadeau, ça serait en plus très sympa. Et puis, après ces 10 ans de vie, j'espère qu'on aura encore la possibilité de fêter les 10 prochaines années, même les 30, etc. Et quelle que soit la complexité de la situation, quel que soit le timing, on est toujours là, on a toujours dit oui. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais comment tu as fait ça ou pourquoi tu as fait ça? J'ai souvent répondu que j'ai la faculté de ne pas être équipé de cerveau, donc je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui et j'ai agi. Et puis, quand j'étais en bas de la montagne, je me suis pas posé de questions comment il fallait monter la montagne. Je l'ai monté. Et quand j'étais en haut, je me suis dit, ben, je l'ai fait. Donc ça a été toujours un petit peu mon leitmotiv. J'ai pas trop passé de temps à me dire, à me plaindre, à me dire comment j'allais faire. J'ai plutôt dépensé mon énergie à faire. Et c'est peut-être aussi ce qui a fait la marque de fabrique du Pro aujourd'hui. Donc, je le répète, c'est vraiment une aventure humaine. Si vous êtes là ce soir, et je vous en remercie. Il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas être là et qui écouteront le webinaire. Donc, mais vraiment, merci à vous pour ce retour que vous m'avez donné parce que vous m'avez fait grandir, vous m'avez fait apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, de cette erreur d'investissement, je vous en serai toujours reconnaissant.
Et on sera là et je serai là pour relever les prochains défis. On n'a jamais abandonné personne et je pense qu'on n'abandonnera jamais personne. Donc, merci pour votre confiance. Merci d'être là. Merci de continuer ensemble cette belle histoire. Donc voilà, j'ai partagé juste pour la fin les valeurs du Nicopro, la protection, le maintien du loyer, le renouvellement, l'accompagnement et maintenant une flèche de plus avec Juvignac. André le précisait, Juvignac, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, est la dernière résidence que nous ayons pu accueillir qui fait face malheureusement à une carence de paiement de loyer. Et on travaille pour essayer de rétablir les choses et remettre les loyers à jour. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Si vous avez encore des questions ou des commentaires, je vous laisse la parole quelques minutes. Alors voilà, mais une petite question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Le TESA, le renouvellement de bail est pour quand? Alors, on a discuté, je crois que c'était lundi, avec Thomas Lubrano, le patron de Zénitude, avec Céline qui est avec nous ce soir. Il nous a dit qu'il avait confié le dossier à son avocate. Et Céline, tu vas nous éclairer. Je crois que il nous a promis un rendez-vous début juillet, c'est-à-dire maintenant. C'est ça. J'ai une promesse de recevoir quelque chose avant vendredi. Voilà. Mais bon, l'avocate de Monsieur Lubrano est bien l'avocate de Monsieur Lubrano qui se ressemble. D'accord, oui, ça on l'a bien compris. Voilà. Non, mais comptez sur nous. Comment dire, on la surveille et on lui met la pression. Donc voilà. J'avais une question au niveau de ce bail. Vous savez qu'on a des problèmes avec des parkings qui étaient accolés à des appartements. Quand on avait signé avec Zénitude, ils nous avaient mis d'office des parkings à un studio, un studio, un studio. Un exemple. Moi, j'ai 10 studios. Alors, je vous coupe, c'est pas avec Zénitude, c'est quand vous aviez acheté. Oui, non, mais après, Zénitude a repris. Oui. C'est eux qui ont calé ça sur tel appartement, tel appartement. Avant, c'était payé à part, les parkings. Aujourd'hui, c'est pas payé, on ne sait pas ce que ça fait, ce que ça vaut, mais c'est accolé à un studio. Donc déjà, il ne faudrait pas qu'il soit accolé à un studio, parce que si on veut vendre, admettons, un appartement, peut-être qu'une place de parking peut nous faciliter la vente. Voilà, ça c'est une image. Ensuite, on nous déduit du loyer une somme de, je ne me rappelle plus trop combien, je n'ai pas les chiffres en tête, de 80 ou 60 et quelques euros, qu'on nous rajoute après. Vous voyez, on déduit un prix de loyer, de parking, et on nous le rajoute après. Ce qui veut dire que, grosso modo, le parking, il rapporte 2 euros, et quand la TVA est à 20%, on a tout gagné. D'accord? Et comme moi, je paye la TVA. Voilà. Donc, Céline, est-ce que tu veux réagir là-dessus? Oui, bah, ça fait partie des sujets qu'on a évoqués. Hein, donc, oui, donc voilà, je ne savais pas trop où on en était. Voilà. Donc, pour mémoire et pour vous rappeler ce qu'on a fait avec Céline sur votre bail, je crois que quand on a reçu le bail le bail qui est en cours aujourd'hui, on avait à peine une petite dizaine de pages. Il me semble qu'on avait 8 pages. Et Céline a réécrit et rééquilibré, enlevé, etc. Et on arrive à près de 50 pages aujourd'hui. Donc, on a mis beaucoup, beaucoup d'éléments. Mais il faut dire qu'à l'époque, on a signé avec Zénitude en catastrophe quand même. Hein. Oui. Parce que, bon, on était ailleurs, on s'est fait virer, et il fallait trouver quelqu'un. Donc, c'était un peu compliqué la période. Donc, maintenant, on va peut-être pouvoir rééquilibrer les choses. J'espère. Et puis, vous avez sûrement aussi signé sans connaître tous les détails de tous les articles que vous signez. Exactement, on l'a fait en catastrophe. Oui. Ce qui est assez commun, malheureusement, dans ces résidences. Et là, autre chose, j'ai envoyé en recommandé la récupération de loyer, des hausses de loyer. Pour l'instant, j'ai rien vu venir. Je ne sais pas si je verrai venir quelque chose. Alors, je vais vous expliquer. On a appris avec Zénitude que là, on a 3 sujets avec Zénitude. On a le renouvellement et là, on est sur TESA Biot. On a le renouvellement du bail, on a l'indexation des loyers, on a la récupération des taxes des ordures ménagères. On a appris qu'avec Zénitude, quand on mettait 3 sujets en même temps, il utilisait toutes les excuses possibles pour se défausser. Donc, ce que l'on a conseillé, c'est on prend un sujet, le premier sujet qui est le renouvellement qui était le plus gros, on le mène à terme. Quand on a fini ça, on va passer à l'indexation. Quand on a fini, on passera à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Oui, mais ça, ils le font, la taxe des ordures ménagères. Si vous l'envoyez, ils vous la remboursent.
Ça, Oui, c'est pas... mais Mais il faut penser à l'envoyer. exactement. Voilà. Par Il y a contre, beaucoup. l'indexation des loyers, ça n'a pas été fait. Et là, moi, j'ai fait un recommandé, j'attends. C'est aussi dans nos agendas, c'est aussi dans notre to-do. Voilà, non, mais c'était pour en parler, pour savoir un petit peu. Donc, Très bien. c'est grâce à vous qu'on arrive à avancer. Merci beaucoup. Et aux autres, évidemment. Et merci à vous. Et à tous. Merci à vous. D'autres questions, d'autres commentaires? Ça fait voir la dame, tu vois, moi aussi je vais me faire voir un peu. Tu es là, voilà, tu es vu. Et tu es en contact. Si vous n'avez plus de questions, je vous remercie toutes et tous pour cette participation ce soir. Je vous remercie d'avoir fêté nos 10 ans ensemble. Je remercie bien sûr Magali, Céline et Paul qui étaient présents avec nous. Les autres partenaires étaient excusés ce soir, mais vous aurez l'occasion de les rencontrer lors de prochains webinaires. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci Eric, parfait.